Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Référencement avec le retour de Raph SEO qui était déjà venu il y a un moment déjà. Ça fait combien de temps que tu n'es pas venu dans le podcast? Bonjour à tous. Écoute, ouais, ça fait quelques temps. Je sais plus. Il y a peut-être déjà au moins 2 ans. On ne s'est pas parlé comme ça, d'un point de vue, on va dire, Ouais. cadré. Alors on est en audio seul parce que ça laguait trop avec la vidéo et même l'audio, pas trop ce qui se passe. Donc j'espère que ça sera compréhensible. Donc on y va. Le temps d'actualité est très très riche. On va commencer peut-être par dès demain. T'as vendu ton âme au diable. Tu vas chez Google parler. Je pensais que tu Ouais, effectivement allais passer un entretien d'embauche, mais non, tu vas faire une conférence. exactement. Ouais. Vendre mon âme au diable, je sais pas. Écoute, j'ai été un petit peu aussi surpris que toi quand cet été j'ai eu un appel de quelqu'un me demandant si je souhaitais faire une conférence au sein ce qu'ils appellent Google Developers Group. Et donc c'est directement dans les locaux de Google France à Paris. Donc ce genre de proposition, c'est vrai que c'est toujours intéressant, donc je ne voyais pas trop refuser. Surtout que le concept me plaît assez. Par contre, voilà, j'ai découvert qu'en fait j'étais le seul hors Google à faire une conf. Donc non, j'ai pas encore vendu mon âme au diable. Peut-être que ça arrivera un jour, ou peut-être pas, à voir. Mais ouais, demain, donc je serai à Paris dans les locaux de Google pour faire une conférence en donnant justement mon point de vue de SEO par rapport aux autres en interne, notamment sur l'utilisation de la Search Console. Qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut en faire, enfin comment on peut l'utiliser, dans quelle fin, etc. Est-ce que c'est une volonté d'un petit peu redevenir copain avec les SEO, d'après toi? Parce que c'est vrai que suite aux événements Panda, Pingouin, etc., les référenceurs sont redevenus le diable, le mal. Et Ouais, est-ce que c'est une action simplement je Google France ou c'est global ce truc? Non, là c'est purement Google France. Donc c'est cautionné par Google France et c'est une communauté en fait. Les développeurs on va dire ça, les développeurs de Google, tous ceux qui utilisent un petit peu les outils Google en mode avancé pour X projets, ils font régulièrement des petits meet-up comme ça sur Paris. Et là, ouais, il y a vraiment des sujets qui sont intéressants pour ces conférences. Et là, je sais pas. Personnellement, ouais, moi, ils m'ont demandé de m'exprimer en tant que SEO. De là à avoir entre guillemets une tentative d'accoquinage ou de rapprochement avec la communauté SEO, je suis pas sûr. Pour être très honnête avec toi, je suis pas certain que notre petite vie de SEO les intéresse. Ils ont pas besoin de nous. Certes, ça arrive qu'on les enquiquine en faisant 2-3 actions, mais non, là c'est vraiment pour essayer, on va dire, de communiquer sur l'utilité et tout ce qu'on peut faire avec la Search Console quand on possède un site. Oui, en plus là, bon, c'est pas du SEO pur et dur, c'est-à-dire pour t'aider à ranker, quoi. C'est utiliser des outils Écoute, Google, quoi. non, on va être ouais, dans de l'optimisation, de la surveillance. Enfin, voilà, la Search Console, c'est ni plus ni moins, on va dire, à la fois un crawler et à la fois une boîte mail dont tu te passes de certains messages. Mais concrètement, ouais, ne ranker qu'avec la Search Console, ouais, si, sur certaines thématiques, ça peut potentiellement suffire quand t'as pas de concurrence et que t'as un site qui est très clean sur certains critères, mais faut pas se leurrer, comme je le dis, c'est nécessaire mais pas suffisant, quoi. Bon, par contre, chers auditeurs, restez bien jusqu'au bout parce que Raph va nous dévoiler une action, enfin un type directionnaire actionnable qui va faire partie de sa conférence de demain. Donc, restez accrochés. Deuxième événement beaucoup plus, disons, proche de toi, c'est le VLC. C'est là que 3-4 ans, non, maintenant? C'est combien d'années Ça doit être la 4e édition, si je dis pas de bêtises. Et il y a plein de nouveautés. Déjà, Second Life, c'est fini.
Ouais, non, c'était bien les 2 premières années. Enfin, c'était bien. On va dire, ça a fait le job les deux premières années. L'année dernière, je suis déjà passé en mode webinar. Ça a été plutôt bien apprécié. Clairement, on a supprimé le superflu et le ludique pour essayer de se concentrer sur on va dire le pratique et puis la qualité. Mais par contre, il y a une grosse nouveauté, c'est que le VLC devient aussi IRL, quoi. C'est-à-dire que maintenant, tu peux venir voir Raph aux manettes et... Ouais, alors en mode très restreint pour le moment, j'avais évoqué justement la possibilité de coupler l'événement à la fois en physique, c'est-à-dire une vraie conf filmée, retransmise, etc. Comme d'hab, j'avais fait un petit appel et un petit sondage pour savoir qui cela intéresserait et alors je sais pas si j'ai pas fait le sondage à la bonne période ou si tout simplement ça botte pas spécialement, mais on a clairement, on va dire, catalogué le VLC comme événement virtuel. Donc du coup, les gens étaient pas spécialement chauds. T'as toujours deux trois fidèles qui oui sont prêts à faire les déplacements. Donc là, du coup, on va se retrouver. Je sais pas, j'ai même pas fait le comptage, mais de toute façon, j'avais limité les places à 10 parce que moi, je devais réserver des bureaux et des salles justement à l'avance parce que je vais pas le faire de chez moi avec ma connexion en carton. Donc voilà, au maximum on sera 10, mais oui, l'année dernière j'avais déjà lancé ça, il y avait 2-3 personnes qui étaient venues me voir pendant les 2 journées, c'est sympa, ça permet d'échanger un petit peu en off et puis le midi un petit resto, dégustation de vin nouveau au Faout Beaujolais primeur l'année dernière, c'était tombé à la même période, enfin, voilà. Après de là à vraiment le rendre IRL et virtuel, je sais pas. On verra comment ça va évoluer l'année prochaine. Il y a de plus en plus d'événements qui se créent, qui se montent. Chacun y va de son petit truc. Donc, je sais pas. À voir exactement comment les choses vont évoluer. Bon, de toute façon, il y a un des plus gros reproches du VLC, c'est qu'il n'y avait pas de whisky au bar. Donc là, effectivement... C'est chacun son whisky chez soi, quoi. Donc maintenant, tu peux... appel à candidature, il y a encore quelques places pour aller boire du whisky avec Raph en direct. Voilà. Par rapport au programme, t'as des grosses nouveautés, raconte-moi un petit peu. Alors, grosse nouveauté, je sais pas. Si je devais en citer une, éventuellement, ça va être la conf de Monsieur Jaffar sur le négatif SEO. On va pas rouvrir le débat, mais moi je comprends pas qu'on occulte entre guillemets cet aspect-là du paysage, du référencement, parce que c'est une véritable réalité qui existe sur certains secteurs. Donc voilà, moi j'avais vraiment envie qu'on aborde un petit peu ce sujet-là, absolument pas pour le cautionner, mais pour moi ça fait partie de l'éducation et de la sensibilisation à avoir quand tu fais du SEO, tu sais pertinemment que quand tu vas attaquer certains secteurs, voilà, tu laisses les bisounours de côté et non seulement tu dois surveiller tes actions, mais tu dois encore peut-être plus surveiller les actions des autres. C'est devenu maintenant, Google, malgré ce que nos chers Googleurs en disent, le NSO existe réellement voilà, il faut savoir s'en protéger, il faut savoir l'identifier, il faut savoir être réactif. Donc ça fait un petit peu partie d'un sujet qui à mon sens est pas vraiment abordé ailleurs. Donc je tenais à faire cette entrée en matière. Dans les nouveautés, on doit être à peu près tout. Après, il y a des nouveaux intervenants, on a des nouveaux sujets, notamment tout ce qui va être l'optimisation de la conversion. Donc oui, on sort un petit peu on va dire du SEO pur, mais comme je dis, voilà, une fois que t'es premier partout, comment tu fais, quoi? Parce que ton visiteur, c'est bien, il est arrivé chez toi, mais s'il repart sans avoir fait aucune action, s'il n'a pas laissé son mail, s'il n'a pas fait un achat, ça sert à rien, quoi. Donc on va avoir voilà de l'optimisation de conversion, on va avoir encore cette année du SEA, on va avoir une compte un peu spéciale e-commerce avec
avec Aurélien Bardon, qui va, si je dis pas de bêtises, nous traiter de quelque chose qui est très problématique sur les filtres sur les sites e-commerce pour beaucoup de monde, à savoir l'utilisation des filtres à facettes, comment s'en servir, comment s'en prémunir, parce que ça peut être à la fois positif et négatif. Donc voilà un petit peu ce qu'on va avoir en termes de nouveautés cette année par rapport aux éditions précédentes, quoi. Ouais. Bah, pour revenir sur les deux premiers sujets, Negative SEO, je plus soir, c'est peut-être la conférence au SEO Campus où je suis le plus fier, puisque c'était le dernier slot du deuxième jour. On était en face de la conférence officielle Google qui était dans la plénière, nous on était dans la salle du fond. Et la salle de Google était vide et la nôtre était bondée. Il y avait des gens partout, donc et puis c'était plutôt cool, quoi. Donc effectivement, ça c'est un sujet sur lequel j'ai changé d'avis. Negative SEO, quelques années, je disais non, si t'as un site qui est assez bien protégé dans le sens où il est assez puissant, tu peux pas l'attaquer. En tout cas, le domaine, hein. Une page, oui, mais depuis Penguin, ouais, c'est clair qu'il y a des. C'est ça que je disais que Google a rendu les choses un peu plus faciles malgré lui. À mon avis, voilà, il se mord la queue, quoi. Mais bon. Après le blast de base, j'en reçois moi régulièrement contre mon site. J'ai jamais vu trop d'effets. Mais j'ai vu des trucs plus pervers, hein, genre tu vois, tu prends une prestation chez les Indiens qui vont te faire du commentaire de blog, des trucs comme ça, des profils, quoi. Et eux, ils vont bosser sur le long terme, tu vois, ils vont faire ça un peu tous les jours pendant 6 mois. Et là, ça peut ressembler effectivement à une vraie pression. C'est un tout petit peu. Il y a moyen de nuire à un site, comme tu dis, quoi. Tu étales dans le temps, tu essayes de faire on va dire du faux naturel, parce que clairement, je suis un peu comme toi au niveau des gros blasts violents d'un seul coup. Je pense que Google est quand même maintenant suffisamment affûté, on va dire, pour identifier ce genre de choses. Typiquement, voilà. J'avais eu le cas avec un client, quelqu'un qui est premier sur cigarettes électroniques, du jour au lendemain, il va pas se mettre à envoyer des dizaines de milliers de liens ancrés cigarettes électroniques, quoi. Donc ouais, c'est devenu un peu plus facile. Tu peux toucher plus de sites. Il y a clairement des actions qui servent encore strictement à rien, enfin, entre guillemets. Mais ouais, malheureusement, il s'est démocratisé et c'est devenu plus efficace. Ouais. Après, je mets en garde à ceux qui voudraient tester. Par expérience, il y a quand même un énorme risque qui est toujours de booster le domaine, d'avoir l'effet inverse de ce que vous voulez obtenir, hein. C'est-à-dire, encore une fois, parler du risque légal. Si le domaine est assez puissant, il va bénéficier des liens que vous allez faire, même s'ils sont pas top, plutôt que l'inverse. Et puis le deuxième sujet, ouais, c'est marrant la conversion, parce que c'est un petit peu, comment dire, tous ceux qui ont exploité des sites web se sont penchés sur l'ergonomie incitative, sur la conversion, sur tout ça, et qui de mieux placé que les référenceurs qui monétisent leur propre site. Mais c'est pas comment dire, c'est pas quelque chose qu'on aime trop, ou je sais pas pourquoi, qu'on met en avant parmi les qualifications ou l'expertise qu'on pourrait avoir, quoi. C'est toujours un petit peu sous le manteau, quoi. Moi, en tout cas, personnellement, c'est des prestations qui viennent avec des clients existants que je connais depuis longtemps, avec qui je bosse depuis un moment sur plein de sujets, et puis à un moment donné, pam, vient le sujet de la conversion, mais jamais j'ai mis en avant quelque chose dans ce sens sur mon site ou ailleurs, quoi. Mais pourtant, on s'y connaît bien, c'est pas tout d'attirer le chaland, quoi. Après, il faut lui faire quelque chose, et d'avoir trempé dans l'affiliation ou autre, ça permet quand même de titiller le poisson, quoi. Ouais, de toute façon, et parfois, enfin, je sais pas si on devrait le dire entre guillemets ou pas, mais parfois de travailler le taux de conversion, le ROI peut être bien plus important que de prendre d'autres prestations. Parfois, il suffit de pas grand chose entre guillemets, faire un petit peu de muse avec de l'A/B testing ou même faire appel carrément à un pro entre guillemets de la conversion.
à mon avis, sans risque, parce que tu joues juste sur ton site, même si, enfin, voilà, on en met des bémols. Mais clairement, ça peut être un ROI qui peut être très 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 important si tu as un peu de volume sur ton site. Et c'est parfois plus applicable rapidement que d'autres actions et parfois moins cher aussi. Donc c'est pas c'est pas à exclure, surtout que voilà, Google nous rabâche entre guillemets derrière les oreilles qu'il se soucie du comportement humain des gens sur les sites. Donc ça en fait aussi partie. Ouais, en plus, y a quelqu'un, il y a Paul Evans que tu avais vu à Dijon, qui va venir en Ouais. podcast en octobre. Mais il y a un autre type de conversion qui pourrait plus s'apparenter à du copywriting, mais moi sur lequel j'accentue beaucoup avec mes clients, c'est l'écriture notamment de ces titles et de ces métadescriptions. Ok, les critères SEO, d'accord, mais ensuite les critères de conversion, c'est-à-dire attirer, essayer de donner envie de cliquer, parce que ça devient de plus en plus dur, et surtout plus tu te rapproches du haut, c'est-à-dire du top 3, plus c'est difficile, et souvent les efforts d'essayer d'améliorer le titre et la description pour donner envie de cliquer par rapport à son environnement est beaucoup plus efficace, ou en tout cas donne des résultats immédiats beaucoup plus probants que d'essayer de prendre la place du premier, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Enfin, il y a eu une petite étude, là, je sais pas si tu as vu cette semaine, tout bêtement sur les rich snippets avec les étoiles, quoi, où un résultat en deuxième position avec des étoiles apparemment explose le premier au niveau CTR s'il bénéficie pas des mêmes atouts, on va dire, dans l'affaire, quoi. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, ça coûte tellement cher maintenant, entre guillemets, l'acquisition d'un visiteur. Je parle même pas d'un client, l'acquisition d'un visiteur, que si derrière t'en fais rien, autant jeter ton argent par les fenêtres, quoi. Et comme tu dis, à la fois le copywriting, tu peux vraiment comment dire, influencer sur les personnes. D'ailleurs, enfin, je vais lui faire un peu de pub, mais Bastien Bricou qui a fait un petit livre là sur la manipulation mentale, comment, pourquoi, quand le faire. Dans des situations de la vie. Et en fait, là, je suis en train de le lire en ce moment et je me rends compte que il y a des choses, en fait, machinalement, je le faisais déjà sur mes NFT et il y a des choses, je dis, mais ça, c'est typiquement applicable à un site web, quoi. Enfin, la même phrase proposée ou construite différemment ou simplement en modifiant un terme, le fait de faire croire, entre guillemets, que l'internaute a le choix, etc., tu peux vraiment, entre guillemets, influencer le comportement de ton visiteur, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Et oui, c'est Paul Evans qui vient là pour le BLC que j'avais vu à Dijon et qui est très pertinent sur cette thématique. Ouais, non, mais c'est bien. De toute façon, regarde, SEO Campus, je pense la conférence qui a été la plus appréciée, c'est celle de Hervé, qui était aussi sur ce sujet. TKNSO, Benoît, lui aussi, il introduit maintenant cette discussion, ce chapitre, et ça. Alors, est-ce que ça veut dire que nous autres SEO, on peut prétendre, on est un peu touche à tout, mais on peut prétendre vraiment à avoir une expertise réelle sur ce genre de sujet, si tu parlais on a parlé en off sur l'analytics ou sur autre, est-ce que vraiment on est si fort que ça pour pouvoir parler de tout? Je dirais oui et non. On n'est peut-être pas spécialiste, mais en tout cas, on peut quand même donner de bons conseils sur tous ces sujets connexes tous les sujets connexes à l'acquisition de trafic, parce que c'est finalement toute une chaîne. Je sais pas comment tu le vois, mais moi je vois deux. Je vois deux façons. Ouais, en fait, non. C'est vraiment comme. Pardon, vas-y. Ce que je veux dire, c'est que je vois deux façons de voir la chose. C'est-à-dire, soit le SEO est bloqué dans des tranches de marketing, soit c'est le SEO qui chapeaute tout et qui finalement est le fil conducteur. Mais vu l'importance du référencement naturel, je sais que dans certaines boîtes où le référenceur a fait leur preuve, aujourd'hui, oui, il a pouvoir de bloquer une refonte, il a pouvoir d'obliger des gens à faire des choses dans un sens ou dans l'autre, mais il a fallu cravacher, il a fallu d'abord que le SEO passe de 3% à 25% sur le modèle d'acquisition de trafic, quoi. Ouais, mais c'est clair. Après,
il faut, enfin, je pense que voilà, il faut vraiment être touche à tout, être expert. Déjà, j'ai horreur de ce terme, mais dans tous les domaines, pour moi, c'est juste inconcevable. En revanche, ouais, tu te dois d'avoir des notions un petit peu dans tout, et enfin, ça va vraiment dépendre aussi du profil du SEO, comme tu disais, celui qui a bossé sur ses propres sites, qui a monté des MFA, des MFT, ce que tu veux, qui a fait de l'affiliation, etc. À un moment donné, il s'est forcément posé ce genre de questions, quoi. Tu vérifies si ton site y rank, après tu vérifies si tu fais du trafic, ensuite tu vérifies si derrière ça te génère du cash avec de l'AdSense ou avec de l'affiliation. Et si t'es pas trop bête, eh ben, t'essayes un petit peu de trouver un modèle qui convertit bien, quoi. Donc oui, et clairement, par contre, après, ça dépend énormément des secteurs, mais oui, il y a certaines boîtes où le SEO, entre guillemets, c'est le parent pauvre. Et comme tu dis, une fois que tu as réussi, entre guillemets, à faire tes preuves auprès de ces personnes, tu as un petit peu plus de crédibilité et on t'écoute un petit peu plus. Après, enfin, ce que je remarque en France en général, c'est que on a tendance à vraiment trop cloisonné, quoi. D'un côté, t'as le payant avec AdWords, de l'autre, t'as le RefNat avec le SEO, de l'autre, t'as les rédacteurs, etc. Et parfois, à aucun moment, ils essayent de mettre un petit peu en synergie leurs moyens et d'avoir une stratégie globale qui reviendrait moins cher et qui aurait un ROI plus important plutôt que de chacun bosse son petit truc dans son coin, quoi. Donc, enfin, voilà, on va pas reparler du SEO qui est mort, mais pour moi, c'est loin d'être le cas, quoi. Quand tu vois encore le nombre de belles choses que tu peux faire, voilà, pour moi, il est loin d'être mort. Après, il y a encore beaucoup d'éducation à faire au niveau de certains clients. Il y a de la méconnaissance, etc. Mais enfin, on a encore quelques mois ou quelques années devant nous, je pense. Ouais, bon, c'est vrai qu'on va pas résoudre le problème de toute façon culturel et à mon avis largement bloquant de ce cloisonnement des actions qui est très très présent dans la mentalité française plutôt que dans d'autres pays avec enfin, que je connais bien et où c'est beaucoup plus global, hein, cette vision, et tout le monde avance dans le même chemin, alors qu'en France on est très compartimenté. Mais je reviens 2 secondes en arrière sur ce fait d'avoir une vision globale et surtout de tester, d'y aller, quoi, de faire des sites. J'ai eu la semaine dernière une réflexion de quelqu'un qui me disait ouais non, j'ai en fait plein d'éléments, je sais plein de choses, mais j'arrive pas à les mettre bout à bout et à avoir la vision globale. Sauf que cette personne n'a monté qu'un seul blog sans en plus objectif de monétisation. Donc, je dis, ben oui, mais une fois que tu auras fait 10 sites d'affiliation ou de putaclic ou ce que tu veux, ben, je veux dire, là, tu vas commencer à pouvoir mettre bout à bout toutes les cases et avoir la vision globale, quoi. Mais il n'y a que ça. Enfin, peut-être qu'il y en a d'autres techniques, mais moi, je connais que celle-là de faire des sites et d'y aller, quoi. Oui, puis dégager une tendance ou des généralités sur une seule expérience, c'est risqué, quoi. Comme tu dis, hein, en lançant des dizaines, voire plus de sites, tu te rends vite compte, entre guillemets, de ce que Google aime et de ce que les internautes aiment. Donc là, après, je pense que c'est nettement plus facile d'avoir une vision globale de tes projets plutôt que des petits morceaux, des bouts de puzzle que tu essayes d'assembler tant bien que mal. Après, il y a l'autre niveau, je sais pas pour toi, mais moi, de passer dans le rôle disons, de conseil pour autrui plutôt que pour moi-même, ça m'a apporté encore quelque chose de plus, de supplémentaire. C'est-à-dire que j'ai pu tacler des problématiques que jamais j'aurais rencontrées si j'étais resté dans mon coin avec mes propres sites. Et c'est pour moi maintenant, en tout cas dans mon cas particulier, indispensable de pouvoir traiter les problématiques des autres, quoi. Mais c'est autre chose. Ouais, mais papy, je sais pas, est-ce que tu peux faire du coaching réellement sans avoir d'expérience antérieure? Je sais pas. C'est compliqué. Sur quoi tu t'appuies uniquement sur ce que tu as lu et ce qu'on t'a dit qui était vrai sur tel ou tel site ou dans tel ou tel manuel? Ouais, je suis Ouais. pas sûr. Après, clairement, le fait d'avoir de la clientèle entre guillemets en coaching,
comme tu dis, tu as des problématiques que toi-même tu ne pourrais pas avoir. Là, typiquement, voilà, il y a un nouveau projet qui est en train de se mettre en place. Quand t'as une entreprise du CAC 40 avec ses sites, c'est pas du tout la même chose que tes petits MFA que tu gardes de ton côté, quoi. Les moyens sont pas les mêmes, la volumétrie n'est pas la même. Il y a tout un tas de choses auxquelles tu dois t'adapter et qui te font un nouveau défi et qui te motivent parce que voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus saoulant que la routine, que ce soit dans la vraie vie ou dans le SEO, quoi. Donc tous ces petits challenges là, c'est clair que ça te forge ton expérience et je pense que ça te permet d'avoir vraiment une vision globale qui s'approche entre guillemets de la vérité, quoi. Bon, pour glisser vers un sujet délicat qui est toujours en relation avec comment on maîtrise tous les tenants, les aboutissements, comment on a une vision claire et limpide de la stratégie à mettre en place. Là, le problème le plus récurrent, c'est toujours comment on fait face à ces fameuses pénalités, comment on fait face aux chutes de trafic, comment on fait face à Google qui se fâche contre son site. Et d'abord, est-ce que tu as des conseils justement globalement, voilà, qu'est-ce que j'observe là, je me suis levé ce matin, catastrophe, j'ai perdu 80% de mon trafic. Et je t'appelle. Qu'est-ce que tu me dis? Déjà, s'il y a surprise entre guillemets en voyant une chute de 80%, je me dis qu'il y a déjà un manquement quelque part. La première chose à faire, c'est vraiment d'identifier le business model sur lequel on est parti. Soit tu fais du clean et t'es jamais à l'abri d'une erreur ou que ce soit en interne ou en externe sur quelque chose. Une erreur aussi, ça peut être un bug, que ce soit les Webmaster Tools, que ce soit Ranks, que ce soit ce que tu veux, n'importe quel outil. Des fois, ils font ils sont cassés de temps en temps. Donc, oui, je te coupe. Des outils, mais là aussi en interne, quoi. Typiquement, une refonte de site, t'as le traceur Analytics qui a disparu et tu te rends compte que le lendemain, t'as un effondrement entre guillemets du trafic une fois que la nouvelle version du site a été poussée en ligne. Donc il y a tout un. J'avais fait un article, c'était Aleida Solis qui l'avait fait en premier sur justement analyser les pertes de trafic. Il y a tout un processus à suivre entre guillemets. Moi, je l'ai traduit, je l'ai adapté à ma sauce, j'ai rajouté des petites choses et clairement tu as une espèce de checklist des choses à vérifier déjà pour être bien sûr que ce soit pas comme tu dis un bug des outils, que ce soit pas une erreur interne, savoir identifier si c'est soit un problème, soit un filtre, une pénalité ou ce que tu veux. Voilà, ça c'est déjà la première chose à faire. Déjà identifier entre guillemets la cause du problème. Et après, c'est vrai qu'à chaque cas, il y a ses solutions. Typiquement, quand tu es dans des business plans qui sont un petit peu risqués, t'attends pas de prendre une pénalité pour mettre en place une route de secours. Ta route de secours, tu dois déjà l'avoir, elle doit déjà être prête, gonflée et tout, une fois que ton site prend une claque. Après, clairement, si c'était un site propre et que je sais pas, tu as fait appel à un prestataire et qu'il a utilisé les techniques qui fonctionnaient bien avant, tout ce qui était les raccourcis, etc. T'es jamais à l'abri d'une surprise comme ça, mais voilà, il faut. Pour moi, t'as les actions qui doivent se faire avant, pendant et après. À chaque fois que tu as une perte de trafic, c'est vraiment les trois moments clés dans lesquels tu dois être actif systématiquement, quoi. Tu dois anticiper quand avant de retrouver entre guillemets ton trafic tes positions normales, et il faut que tu trouves des solutions. Donc tu déploies d'autres choses, je sais pas, tu refais de l'emailing sur ta base client pour éviter que ton chiffre d'affaires il s'effondre. Tu peux potentiellement, je sais pas, augmenter un petit peu de tes AdWords, lancer des petites campagnes de buzz si tu en as les moyens, etc. T'essayes par tous les moyens on va dire, de stopper l'hémorragie, en attendant que derrière tu nettoies ou que tu répares un petit peu les causes du problème, quoi. J'ai un petit conseil pour. Alors, ça va pas vous prévenir, mais disons faciliter l'analyse de la guérison, et notamment pour tous. Parce que pour moi, honnêtement, ce que j'appelle se faire harakiri, hein, c'est. Je sais pas si c'est aujourd'hui la cause numéro un de chute de positionnement, mais
avant en tout cas la multiplicité de ces pénalités, c'était clairement la raison numéro un. En deuxième, c'était le piratage, et en troisième seulement venaient les pénalités. Je ne sais pas quel est le ratio aujourd'hui, mais moi ce que je conseille souvent, c'est toutes les modifications. Si normalement un process, on tient à jour un carnet, un log où on note tout ce qui est fait sur le site web. Ben ça, je le conseille, moi, de le faire dans les possibilités d'annotation de Google Analytics. C'est-à-dire que à chaque date, en bas, on va avoir une note qui dit, voilà, aujourd'hui, on a fait ça. Aujourd'hui, nous avons modifié le robot TXT. Aujourd'hui, nous avons mis en place un CDN. Nous avons fait ceci, cela. Ce qui permet ensuite vraiment de pouvoir même pour nous, quand on va plonger dans un dossier, remonter l'historique comme ça et voir toutes les actions qui ont été faites à des dates spécifiques, c'est très très utile, quoi. Ouais, bah, je saoule mes clients aussi, moi, pour qu'ils se forcent à le faire. Mais ouais, c'est pas naturel. Typiquement, avec un client, ils ont effectué une refonte d'une partie du site. Et ben en fait, le développeur a merdé, il a oublié de relinker la catégorie qui avait été modifiée dans le site. Donc ça fait que du coup, tu te retrouvais avec tout un cocon de pages qui étaient orphelines entre guillemets, quoi. Ils étaient plus linkés nulle part sur le site. Donc je te laisse un petit peu imaginer les conséquences que ça peut avoir. Et pour identifier le problème, on s'est amusé, quoi. Alors que voilà, il aurait simplement eu une petite annotation dans Analytics. Moi, c'est la même chose aussi que je recommande. C'est simple et au moins directement au-dessus, tu as les courbes en plus qui te traduisent entre guillemets les potentiels problèmes ou améliorations qu'il peut y avoir. Donc c'est un gros gain de temps, quoi. C'est un truc qui prend quelques minutes ou quelques secondes à faire et honnêtement, avec le recul, on remercie le ciel que ce soit là de pouvoir. Enfin bon, bref. Donc voilà, à noter les évolutions du site dans Analytics. Maintenant, je voudrais en venir à l'article d'Olivier Andrieux qui nous dit, voilà, pour moi, Panda Penguin ne sont pas des pénalités algorithmiques dans le sens connu du terme, mais plutôt des critères de pondération négative. Moi, en commentaire, j'ai dit oui et non, c'est-à-dire que non. Pour moi, oui, au départ, Panda et Penguin étaient clairement des filtres lancés manuellement, c'est-à-dire ils appuyaient sur un bouton et bam, il y avait une partie de site sur le web qui était saquée par rapport à tel ou tel paramètre qui était inclus dans ces filtres. Et petit à petit, grâce à la collaboration des internautes, des webmasters qui ont envoyé des fichiers des aveux, qui ont communiqué sur le forum Google, Google a pu évoluer de filtres algorithmiques vers des critères de pondération négative, puisque bon, un algorithme de classement, il va vous donner des bonnes notes et des mauvaises notes. Et je pense clairement, oui, qu'aujourd'hui, ça l'a aidé à améliorer l'algorithme de classement. Mais toi, quelle est ta vision ? Alors, pour Panda, ouais, je suis d'accord. En fait, pour savoir un petit peu justement où c'en est, je pense qu'il faut regarder à quel degré c'est intégré dans l'algo de base, on va dire. Pour l'instant, il rencontre apparemment toujours des difficultés avec Penguin. Là, la dernière annonce que j'ai cru voir passer, c'est qu'apparemment il y aurait pas de nouvelle version déployée avant plusieurs mois. Bon, ça reste une parole de chez Google, donc on ne sait pas trop ce que ça vaut. Mais oui, clairement, maintenant on peut plus parler je pense, de pénalité pour Panda. Pour Penguin, je pense que si, parce que c'est encore relativement violent. Tu vois clairement que t'as quelque chose qui se passe à un moment donné. Après, les liens, ça ne se résume pas que à Penguin, quoi. Je pense qu'il y a, comme tu dis, on a aidé Google à s'éduquer au niveau de la reconnaissance des liens par tout un tas d'actions et dans son algo où il a déjà tout un tas de critères pour pondérer à la fois positivement ou négativement certains liens. Et ça c'est pas, là on n'est plus dans la pénalité, on est vraiment, ouais, comme tu dis, dans l'ajustement de l'algo et de la pondération. Ça expliquerait aussi, à mon avis, quelque chose qui m'avait titillé quand on avait fait une conférence avec Zineb, qui expliquait entre guillemets que oui, certes, il y a Penguin pour les filtres,
mais qu'on peut remonter aussi entre les dates des pingouins, des mises à jour, en faisant aussi du nettoyage de liens. Donc, tu as bien la preuve, et je l'ai testé par moi-même, et c'est testé et approuvé, pour que ce soit du pingouin ou une pénalité manuelle, vraiment, là, dans GWT, tu peux, entre guillemets, agir avant une demande de reconsidération, avant un filtre, une mise à jour de pingouin. Alors après, il faut pas s'attendre à retrouver exactement ces mêmes positions, c'est juste pas possible tant que t'as pas de refresh de la nage. Mais ouais, je suis partagé sur l'article d'Olivier. Après, faudrait vraiment poser à plat et qu'on se mette tous d'accord sur la définition d'un filtre, d'une pondération algorithmique, d'une pénalité, etc. Et puis à chaque fois, entre guillemets, mettre dans chaque colonne les actions de Google, à quoi elles correspondent. Mais, après, c'est vrai, il déjà, faut Google ne parle pas de pénalité, il parle d'actions manuelles. Ouais. Mettre panda et pingouin dans le même sac, c'est peut-être pas une bonne idée déjà. Bah non, clairement. Enfin, de mon point de vue, après, je sais pas, mais perso, je pense pas. Quoi. Bah, c'est tellement touchy. Enfin, moi, je suis toujours étonné qu'ils aient osé toucher au volet off-site. Hein. Mais bon, maintenant c'est fait. Et ce qui est clairement un autre challenge que tout ce qui est on-site et donc Panda, hein, alors que Penguin c'est off-site. Les fameux critères de qualité, aujourd'hui on arrive quand même relativement bien à voir, si tu regardes le fameux Quality Update, hein, ou ce que certains appelaient le Phantom Update, j'ai regardé les sites qui avaient été touchés. Bah, c'est clair que les sites, ils ont été flingués parce que c'était tout pourri. Je dis pas forcément la page, le texte, le contenu en lui-même. Non, mais t'avais pas de valeur ajoutée pour le visiteur. Tout l'enrobage, tout ce qu'il y avait autour, bah oui, c'était des vieux sites qui, genre questions-réponses, machin, un truc comme ça, ou comment faire des how-to, quoi. Hein. Et ils avaient besoin d'un coup de frais. Moi, j'ai vu des cas personnels où ouais, les sites ont pas été forcément pénalisés, mais ont glissé. Ils glissent petit à petit, ils perdent régulièrement. Pas parce que le contenu est mauvais, mais parce que, encore une fois, l'enrobage du contenu laisse à désirer, c'est plus à la page, quoi. Et ça, pour un moteur, c'est super facile de voir, grâce à l'empreinte, grâce à certains signaux, que la présentation n'est plus au goût du jour. Mais ça n'a rien à voir, finalement, avec la qualité intrinsèque d'un texte, qui là, par contre, pour moi, le robot restera hyper limité et juger de la qualité d'un contenu, faut être sacrément gonflé pour un robot qui ne sait pas comprendre ce qu'il lit, quoi. Surtout que c'est subjectif. Oui, puis voilà, c'est subjectif. Il y a tellement de tournures, encore plus peut-être dans la langue française, je crois, que dans d'autres langues. Clairement, de toute façon, le robot n'aura jamais, on va dire, la même grille d'analyse pour le contenu si on veut étudier la qualité par rapport à un humain. On ne jugera pas les mêmes choses. Lui, il va rester sur de la donnée, et c'est là où on va tomber sur ce qui est à la mode en ce moment avec tout ce qui est la sémantique, etc. Quoi. Donc Google en restera, je pense, à ce stade-là pour encore quelques temps. Mais en plus, par rapport à l'article d'Olivier, je pense pas que surtout par rapport à Panda, c'est pas un copier-coller de ce que le filtre pouvait faire. Qui, comme tu disais, hein, faut voir qu'est-ce qui a été intégré dans l'algo, dans le système de classement. C'est forcément qu'une partie, c'est forcément que des éléments. Faut pas délirer quand tu vois l'ampleur et surtout l'état dans lequel il est aujourd'hui. Moi, je crois qu'ils sont vraiment plus dans ce qu'ils appellent eux-mêmes en interne, hein, le sanity check, c'est-à-dire ok pour faire des évolutions, mais il faut pas que ça fasse déconner ce qui existe déjà. Et pour moi, clairement, ils sont au taquet là. Et pour Google, tel qu'on l'a connu, le moteur de recherche version desktop ou sa déclinaison ersatz via mobile, on ne verra pas de grands bouleversements. Les bouleversements, ils sont ailleurs. Google Now ou Predictive Search et compagnie, quoi. Ou le fameux moteur de réponse.
mais qui n'est pas pour moi le moteur de réponse. C'est-à-dire quand Google vous donne directement des réponses dans son interface, c'est pas grand-chose à voir avec le système de classement des résultats organiques. Ça, c'est du scrapping entité nommée et compagnie. Knowledge Graph. Et ça c'est autre chose. Mais enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je vois pas. Je pense que ça y est quoi. Panda Penguin ont été les deux derniers grosses armes anti-SEO qu'on va connaître quoi. Pour combattre le soi-disant spam. Voilà, tu peux retourner sinon le problème à l'envers. Qu'est-ce qui reste sur l'univers d'un site à pénaliser? Le off-site, c'est déjà fait avec les liens, avec Penguin et les actions manuelles. Le on-site, entre sa qualité update, le panda, etc., il a fait le tour. Après, je sais pas, il va nous sortir un truc spécial social, mais je ne pense pas. Clairement, il reste pas grand-chose entre guillemets en vraie nouveauté que Google pourrait apporter pour complètement chambouler les classements naturels. Alors après, je dis pas qu'il va pas affiner au fur et à mesure ses critères, ses filtres, sa pondération, etc. Ça, je pense qu'il va encore apprendre grâce à nous pendant quelques temps. Mais on connaîtra pas entre guillemets de tremblements de terre comme on les a connus au lancement de Penguin et Panda. Bah, le plus grand danger, c'est surtout si vous avez un site qui est frontalement en contradiction, enfin disons je sais pas, si tu as un site de météo alors que Google fait de la météo, voilà, t'es un peu sur un piédestal. Et après, si tu utilises, j'ai encore eu la conversation la semaine dernière où quelqu'un m'a présenté son projet, etc. Je dis oui, ok, mais tout ça, c'est des trucs qu'on fait depuis 10 ans, il n'y a rien. C'est des techniques qu'aujourd'hui on considère comme étant ultra agressives. Pour moi, c'est pas avec ça que vous allez bouleverser la donne. Alors il me dit ouais, mais regardez, ma vision, la manière dont je présente les choses, c'est complètement novateur. Pour l'utilisateur, c'est génial. Je dis oui, mais pour le moteur, c'est du spam. Voilà, point barre quoi. Et ça, il en veut plus. Donc, faut pas aller frontalement sur des choses qui ont été déjà flinguées ou qui sont. Enfin, si aujourd'hui tu vas te lancer dans un agrégateur, tu vois, et que tu espères beaucoup du référencement naturel, moi je te dirais, voilà, peut-être remets en question tes ambitions pour le RefNat. Oui, si tu veux focaliser sur le user, tu veux du Facebook, du ce que tu veux, du Twitter, mais Google, il risque de pas aimer quoi. Mais par contre, si tu travailles dans les règles de l'art et que tu fais les choses bien, il n'y a plus grand chose à craindre aujourd'hui, quoi. Faut pas avoir peur du grand méchant Google, quoi. Il est quand même là pour aider, pour servir pour proposer meilleur résultat, la meilleure information. Donc, toi, si en amont, si tu essayes de faire ça, il ne devrait pas y avoir de problème. Après, bien sûr, tu peux faire du virant SEO, hein, utiliser des techniques un peu borderline à l'insu de ton plein gré. Mais ça, c'est un autre discours. Non, moi, je suis plus serein, alors que on est quand même dans un cadre aujourd'hui où, ouais, certes, c'est plus chiant, tout ce que tu veux, c'est plus long, tout ça, mais on sait quand même. Ouais, mais voilà, quoi. En même temps, le truc qui me sidère parfois, c'est que t'as l'impression que t'as des gens qui sont tombés de haut et qui ont découvert on va dire les recommandations officielles de Google avec à l'arrivée des pandas et des pingouins. Je veux dire, ça a toujours existé. Google, il a toujours prôné, on va dire, le même discours, même si c'est un petit peu affiné avec le temps, mais sur la qualité des liens, etc. Pour les plus anciens, on le savait tous que on faisait des choses qui étaient borderline, on comprenait des raccourcis parce qu'on voulait que ça marche vite, parce qu'il y avait de l'argent à se faire. Donc voilà, donc on y allait. Enfin, faut pas se voiler la face. On y a été comme des bourrins pendant que ça fonctionnait. Après, on a été un petit peu entre guillemets surpris ou du moins déçus de voir des pandas et des pingouins parce qu'on s'est dit que clairement ça allait être plus compliqué pour nous, enfin du moins plus compliqué, plus long. Mais il n'y a pas eu entre guillemets de grosses nouveautés. Il a simplement entre guillemets mis en application ce qui nous rabâchait pendant des mois et des mois, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, quoi. Cela dit, nous, SEO, et c'était Kevin qui m'avait dit qu'il disait ça, il a raison,
Panda Pingouin, ce ne sont pas les pénalités qui nous ont le plus heurté personnellement. Peut-être qu'un pingouin un peu plus que Panda, mais t'as des choses comme le PD Loans, par exemple, qui a été beaucoup plus sévère pour bloquer justement les gens qui monétisent eux-mêmes leur propre site, quoi. Où c'est maintenant beaucoup plus difficile de ranker sur des requêtes à fort CPC, quoi, qui ont été un peu frisées. Mais au-delà de ça, enfin, comment te dire, la question à 10 000, moi je dirais, c'est est-ce que le spam, ça marche encore? D'après toi. Ouais. Oui, ça marche. Après, si tu veux baser un business plan là-dessus, il faut pas voir sur du long terme. Ça marche encore sur du très court terme ou moyen terme. Après, bon, tout dépend entre guillemets aussi le spam dont tu parles, mais avec des techniques de gros ports, tu peux encore ranker, tu peux encore te faire de l'argent facilement et rapidement, quoi. Il y a pas. Bah, tu sais, il suffit de taper le nom du match de ce soir là pour voir ce que font les sites de streaming. Ça a rien changé. Non, mais enfin voilà, c'est ce que je dis. Moi, il y a toutes les vieilles techniques. Vous pouvez quasiment y aller partout. Ça marche encore. La seule question qu'il faut vous poser, c'est combien de temps, quoi. Est-ce que ça vaut le coup faire du spam en netlinking, des choses comme ça. Je mets un peu des guillemets quand même parce que Google a bien évolué là-dessus. Mais t'arrives encore à faire des blasts sur pas du hyper concurrentiel, mais t'arrives encore à faire monter violemment des sites comme ça. Tu peux encore faire mémuse avec les expirés. Tu peux, les redirections, ça fonctionne encore. C'est plus la fête comme avant, mais ça marche toujours. Il y a encore tout un panel du référencement, on va dire un peu sombre, qui fonctionne toujours, quoi. Il faut simplement l'intégrer entre guillemets à ton business plan. Avant, tu pouvais voir ton ROI sur du terme un petit peu plus long. Bah là, ça a été raccourci, donc il faut bien calculer ton coût au départ pour pas te louper quand tu fais ton investissement. Si ton ROI il tombe après ton site, c'est pas la peine, quoi. Tu vas droit dans le mur. Mais tu peux tout à fait avoir formes de spam. Tu peux tout à fait avoir une stratégie bilatérale. D'un côté, tu as ton money site tout propre, machin, tu fais le truc bien, et puis à côté, tu peux faire le goré sur ce qu'on appelle de l'événementiel pour ranker sur des, je sais pas, là, soldes automne 2015. Sur des trucs qui sont très ponctuels. Voilà, une fois que les soldes sont terminés, bon, bah, tu t'auto-décèdes le domaine à la limite avant qu'il te chope, quoi. Alors, t'as encore un mot à dire sur le spam? Il y en aurait plein. On va peut-être passer à la fameuse astuce que tu voulais nous donner pour mieux utiliser la Search Console. Voilà, alors, astuce, on va dire que c'est de l'actionnable. Il faut voir ça comme du concret. C'est entre autres ce que je vais aborder demain chez Google, parce que la compte est basée sur la Search Console et l'utilisation qu'on peut en faire nous en tant que SEO ou webmaster. Il y a un petit truc qui est super sympa en fait. Il faut que vous prenez un crawler, peu importe à la rigueur celui que vous utilisez. Moi, je me sers beaucoup de Screaming Frog. C'est des sites qui n'ont pas des volumétries, on va dire, énormes. Et le gros avantage de Screaming Frog, c'est que là récemment, il a intégré à la fois l'API Analytics et celle de la Search Console. C'est-à-dire que en gros, vous rentrez vos clés d'API, quand vous demandez les autorisations, etc. pour Analytics, pour la Search Console, vous lancez votre crawl et Screaming Frog va automatiquement se charger d'aller récupérer directement là où il faut ce que vous lui aurez demandé. C'est-à-dire que sur une même ligne, vous allez avoir votre URL, tous les éléments on-site que Screaming Frog faisait depuis le début, les titles, les metadesks, les H1, etc., la longueur du contenu, le nombre de liens sortants, bref, tout ce qu'on peut un petit peu étudier quand on s'amuse à faire des audits on-site. Et à côté de ça, il va vous mettre également le trafic généré par cette page en naturel. Alors vous pouvez aller super loin, vous pouvez carrément rentrer
Alors, les taux de rebond, ce qui peut être sympa aussi, c'est que vous vous amusez à configurer pour récupérer, par exemple, si vous avez un site où il y a plusieurs personnes qui participent et qui produisent du contenu, vous récupérez entre guillemets les auteurs de chaque article et vous pouvez associer aussi les gains AdSense faits par ces pages. Donc là, c'est pareil. Vous allez pouvoir ensuite vous amuser à faire des filtres pour voir si vous avez des auteurs qui vous rapportent entre guillemets plus d'argent que vous. Alors pas forcément pour sanctionner les autres, mais peut-être pour dire regardez, voilà sa méthode. Pourquoi lui il gagne plus d'argent? Parce que j'en sais rien, il fait des titres qui sont un petit peu plus touchy. Il a peut-être un contenu qui est un petit peu plus long, plus soigné. Il a peut-être plus de liens entrants, de choses comme ça. Le gros avantage, c'est que voilà, vous pouvez coupler toutes les données de la Search Console avec celle d'Analytics et avec les critères on-site. Donc concrètement, j'en sais rien, vous avez une cinquantaine de pages qui sont positionnées 3 sur leur top keyword. Vous voyez que elles font un certain trafic et par contre, vous vous rendez compte que parmi ces 50, il y en a 7, 8 qui ont un CTR qui est bien en dessous des autres. Donc là, il suffit de lire votre ligne, vous regardez, alors vous identifiez. Pourquoi? Alors peut-être que je sais pas, la métadescription n'a pas été remplie, peut-être qu'elle a simplement été mal travaillée et qu'elle n'est pas assez sexy et qu'elle attire pas. Peut-être qu'il peut y avoir, je sais pas, un problème dans le title, quelque chose qui peut être bloquant ou le reformuler, un mauvais choix de mots-clés ou une optimisation encore possible. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent être faites. Et c'est hyper rapide et c'est hyper concret, quoi. Il y a rien à faire. Vous avez rien à faire. Dans la récolte des data entre guillemets, vous cliquez sur un bouton, il vous remonte tout. Après, c'est juste vous et votre expérience pour lire et analyser les data. Donc là, vous avez un vrai entre guillemets plan d'action sur du on-site et vous pouvez vous baser sur des data qui sont pas des data lambda mais qui sont vraiment vos data. Vous pouvez voir pourquoi il y a certaines parties de votre site qui fonctionnent mieux que d'autres, les identifier et surtout trouver les remèdes pour booster tout ça. Donc ça c'est pas vraiment, on va dire, l'astuce du siècle, mais c'est un gros gain de temps et c'est pour ça que j'aime beaucoup Screaming Frog. Il bosse énormément de ce côté-là et ça fait vraiment gagner du temps plutôt que d'aller nous scraper les data à droite et à gauche et tout assembler ensuite sous Excel, quoi. C'est toujours le sujet. Le truc, c'est pas d'avoir de la data, c'est après qu'est-ce que t'en fais, quoi, de toute façon, pour l'interpréter. Exactement, si savoir l'interpréter. Ça, c'est le problème numéro un, et surtout, plus t'es gros, plus tu engranges de la data, et plus c'est compliqué après de pouvoir la synthétiser, et surtout là, ce que tu proposes, ce qui est bien, c'est que derrière, tu peux actionner, t'as des choses concrètement à modifier pour faire évoluer ton site, quoi. Et oui, en plus, voilà, si t'es un petit peu, on va dire, pas trop bête avec Excel, tu peux vraiment t'en servir pour faire même du reporting client. Tu fais un export ce mois-ci, t'analyses tout, etc. Tu bosses, tu fais modifier les titles s'il y a besoin de les modifier, tu fais remplir les métadescriptions pour éviter que Google t'en propose lui des trucs pourris ou que ce soit des extraits de ton contenu, etc. Et tu refais le même crawl le mois d'après et tu peux mettre en comparaison tes deux relevés d'infos, voir les évolutions, etc. Parce que moi j'ai plein de clients qui ils sont prêts entre guillemets à investir, mais ils veulent du concret. Ils veulent bien lâcher un billet, mais il faut que derrière ça leur rapporte. Donc si derrière t'as pas de reporting, si tu leur montres pas entre guillemets que le billet qu'ils ont mis sur la table, il a servi à augmenter telle ou telle chose, derrière c'est nettement plus crédible. Et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, où voilà, tu peux en arriver à être, on va dire, la pierre angulaire d'une stratégie où on va te demander conseil ou ton avis pour une refonte, pour le lancement d'une nouvelle rubrique sur un site ou des choses comme ça, quoi. Et là, c'est vraiment de l'actionnable à la fois pour toi, pour le client, et t'as un véritable regard dessus. Tout ça, c'est en fait dans un seul but qui est finalement de mieux comprendre, de mieux respirer, de mieux s'imbiber du mot-clé. Hein. Comme je dis toujours, tout démarre et tout se termine par le mot-clé. Et là, c'est toujours sous-jacent, ce qu'on disait tout à l'heure, d'essayer de modifier ses titres et ses descriptions pour améliorer le CTR dans les résultats de recherche. Tout ce que tu viens de dire là, c'est
ce que j'ai fait moi avec le cocon sémantique, etc., c'est toujours la même chose, c'est d'essayer de mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce simple mot-clé, qu'est-ce qu'on en fait, et comment, plus que le comprendre, hein, c'est vraiment le respirer. Et j'ai mis un exemple comme ça, où on a même des retours des pivots à 180 degrés du point de vue commercial, quand on comprend mieux l'intention, quand on comprend mieux ce que veut réellement le visiteur, quoi. Je te donne un exemple parmi tant d'autres, hein, mais c'était avec les voitures électriques. Comment ça s'appelle? J'ai un trou. Voilà, enfin bon, une marque de voitures électriques de luxe à Monaco qui me bassinait justement avec véhicules électriques, quoi. Et je leur dis non, nous on parle de voiture électrique, quoi. Ouais, mais c'est pas propre, c'est pas le terme de l'industrie, etc. Ouais, bon, on s'en bat pas les couilles du terme de l'industrie. Si nous on veut on cherche voiture électrique, pourquoi vous allez vous positionner sur véhicule électrique, quoi? Donc, mais clairement, là, ça me fait rire parce que j'ai eu ce discours il y a pas très longtemps aussi où tu as des clients qui sont bornés et qui pensent eux, on va dire en interne avec on va dire leurs expressions entre guillemets et c'est là où tu as intérêt à être super diplomate, convaincant et parfois d'arriver avec des vraies données, typiquement sur des volumes de recherche comme tu dis, pour expliquer que voilà, certes vous pensez en termes de véhicules électriques, mais l'internaute, voilà, c'est pas ce qu'il recherche. Là, j'ai un cas sous les yeux en ce moment. Des personnes qui investissent dans du contenu, parce qu'on leur a dit que le contenu était roi, etc. Ils entendent de parler du content marketing de partout, qu'il faut produire du contenu, etc. Mais à aucun moment, ils se sont posé la question du contenu qu'ils étaient en train de produire. Est-ce que c'était ce que leurs prospects, entre guillemets, leurs visiteurs, leurs clients recherchaient? Et là, ils ont mis des milliers d'euros, entre guillemets, en contenu sur le site, et ça ne génère que dalle, parce qu'il y a un gros problème de ciblage. Bon, il y a d'autres problèmes aussi à côté, mais voilà, ils sont trop centrés sur eux-mêmes et ils sont pas à l'écoute, entre guillemets, des personnes qui les font vivre pour leur proposer ce que eux recherchent, quoi. Donc, il faut pas être, on va dire, trop centré sur le mot-clé, mais tu peux pas t'en passer, quoi, parce que c'est de lui que doit partir le premier processus, et après tu brodes autour et tu regardes tout ce que tu peux faire, quoi. C'est l'objection numéro 1 qu'on me remonte avec cette histoire de cocon sémantique. On me dit ouais, ça marche pas, j'ai pas de trafic. Quand j'analyse, je dis ouais, mais la vérité est à l'écran. Regardez, vous vous positionnez, ça marche. Vos pages, elles ont grimpé sur des tests très simples. Quand tu prends des expressions qui sont centrées autour de la title de la page, d'accord? Tu jettes la title et puis ensuite tu commences à l'écrémer, tu enlèves les stop words et puis tu commences à enlever des mots à partir de la droite, et tu te retrouves à une expression à 2-3 mots-clés, mais qui veut rien dire. Jamais les mecs ils vont taper un truc comme ça. Je leur dis, ben oui, mais regardez, votre ciblage est complètement à côté, quoi. Vous vous positionnez, mais sur des trucs complètement improbables dont tout le monde se fout. Il suffit de redresser ça, et puis comme par magie, le trafic arrive, quoi. Ouais, mais alors là, t'es le gros responsable, entre guillemets. Tu nous as mis une pagaille chez les clients, parce que j'en parlais hier en conf avec un client qui a entendu parler du cocon sémantique, etc. Et ils ont hyper bien retenu le principe, qui est à savoir de créer une mini bulle qui va parler, qui va traiter de fond en comble une thématique ou une expression ou ce que tu veux, de telle sorte à faire comprendre entre guillemets au moteur de recherche que t'es pertinent et te placer en termes d'autorité et j'ai perdu le mot, enfin bref, c'est pas le leader sur c'est pertinent, ça, sur ce mot-là, et en fait les gens ils ont juste retenu ça. Il suffit d'ajouter des pages autour d'une page pour que ça monte, sauf que voilà, comme tu dis, il n'y a pas de logique. On peut très bien faire un super cocon sémantique et ne pas penser qu'à la page mère, entre guillemets, et faire des pages filles, des pages petites filles, etc., tout ce que tu veux, mais qui soient là aussi utiles à l'internaute et qui répondent à des vraies problématiques. Il y a moyen de construire une espèce de pyramide avec une granularité on va dire, de la complexité des requêtes, de telle sorte qu'elles vont à la fois booster les pages du niveau supérieur, certes, mais qu'elles-mêmes, elles ont aussi, on va dire, un objectif à proprement parler. Elles sont pas uniquement là pour faire
transiter Bien dessus, sûr. quoi. Elles peuvent, elles aussi, drainer du trafic. Enfin, moi, c'est ce que j'explique à mes clients. Quand vous mettez une page en ligne, cette page, il faut que ce soit une porte d'entrée possible pour votre internaute. Sinon, elle a aucun intérêt ou elle doit pas être indexée si elle sert à rien, entre guillemets, quoi. Donc ouais, l'histoire du cocon, c'est top. Ça a été repris à toutes les sauces. Tout le monde essaye de vendre ça maintenant et essaye de s'accaparer le truc. Mais alors, tu vois de tout et de n'importe quoi. C'est terrible, quoi. Donc voilà, t'étais le gros responsable du bazar actuel dans le Ouais, j'ai vu quelque chose, quelques petits trucs qui étaient assez bizarroïdes, mais à la base, je veux dire, si tu prends Wikipédia, oui, il fait du cocon sémantique. Si tu prends même ce que j'appelle le cocon sémantique du pauvre, tu sors ton WordPress, tu mets un fil d'Ariane et en bas tu mets les related, quelque part, voilà, t'as un lien vers le niveau supérieur et puis t'as des liens connexes en bas. Donc après, toi, tu l'as bien compris, tu l'as bien vu, ça peut aller très loin et de manière chirurgicale quand on a une bonne vision et qu'on sait exactement qui fait quoi. J'ai rien contre les pages qui font rien si effectivement elles sont là sacrifiées que pour faire du lien. Mais en théorie, normalement, chaque page a un intérêt, chaque page est finalement une page d'accueil, chaque page est un point d'entrée. L'erreur numéro un, ça va être de continuer à percevoir son site comme étant depuis la page d'accueil, la home page. Non, là maintenant, chaque page étant finalement une home page, chaque page est un point. Le point d'entrée, il est le mot-clé Google, quoi, c'est tout. Et puis, je pense que, si tu veux rester, à mon avis, pérenne on va partir de l'hypothèse catastrophe où Google demain il est capable de détecter que tu as créé un cocon sémantique. Les mecs qui auront créé des pages pour créer des pages juste pour en pousser d'autres, eux vont se faire flinguer. Toi, si ta page elle répond à une attente d'un internaute, tu peux dormir tranquille. Tu réponds à ce que la personne te demande et recherche. Donc ouais, peut-être que tu fais un lien vers la page du dessus avec une petite encre pour pousser, etc. Mais ta page, elle est totalement légitime puisqu'elle va répondre à la demande de l'internaute. Donc il faut aussi, on va dire, essayer d'anticiper un petit peu. Alors peut-être que j'en sais rien, je vais peut-être trop loin. Peut-être que Google, il s'en tamponne les coquillards du cocon sémantique et qui sera peut-être jamais capable de déceler que voilà, on a ajouté une grappe de contenu sur un site. Mais bon, quand tu peux le penser à la base, ça te demande pas plus de boulot, surtout que potentiellement, ça peut te faire croître ton trafic de manière exponentielle. Tu n'auras pas juste ta page mère qui va monter dans les SERP et donner du trafic, mais il y aura elle plus toutes les pages filles, les petites filles qui vont répondre à des questions bien précises ou des attentes bien précises et qui vont elles aussi générer à la fois leur trafic et leur chiffre d'affaires. Ouais, et entre parenthèses, c'est aussi la stratégie que j'applique, notamment pour sortie de Panda. Et là, j'ai encore eu un cas sur une thématique hardcore, hein, sur le gambling, où on a réussi à réveiller un site uniquement avec du cocon sémantique, quoi. Oui, parce que tu as réussi à rendre le site, entre guillemets, comme pertinent et devenir une autorité, une référence sur le truc. Google, Voilà. il est pas con, quoi. À partir du moment où on arrive à donner au moteur le signal de pertinence, que ce soit on-page ou dans l'environnement de la page on-site, ben c'est voilà quoi, ça suffit. Hein. Encore une fois, c'est qu'un bête robot quoi, donc il faut lui donner ce qu'il veut. Alors, ça fait un moment qu'on papote. Est-ce que ben oui, répétons quand même VLC, venez nombreux, c'est quand même un des événements majeurs de la sphère francophone. Ça fait partie des événements à pas louper. Et pour résumer, c'est combien de conférences au total? Cette année, il y en a 15, je crois. Ouais. 7 le premier jour et 8 le deuxième ou l'inverse, je sais plus. Bon, il y a des promos divers et variés, mais le prix final, si tu es le dernier à t'inscrire, c'est combien? Bonne question. Je vais te redire ça, je sais plus, ça doit être à 170 euros, 190 euros hors taxe maintenant. Ouais. Après, et puis voilà, chez comme vous, tu dis, quoi. il y a des promotions. Ouais. Il faut donc choper les promotions qui arrivent. Il y en a une qui va venir par mon biais incessamment sous peu. C'est une des seules que vous pouvez assister depuis chez vous, donc c'est quand même top. Si vous voulez aller voir Raph, c'est possible aussi. Il y a quelques places pour aller faire la fête avec lui et boire du whisky. Et sinon, ah oui, et c'est quand en fait? La date? C'est le 15 et 16 octobre. 15-16 octobre. Ok, c'est noté.
Bon, ben, merci. Et puis, Donc, quel c'est est moi qui ton... te remercie, Laurent. Ah oui, sinon, dernière question quand même. Où est-ce qu'on peut te croiser? Quel est ton programme? Est-ce que, mis à part demain chez Google, est-ce que tu as des trucs dans les cartons, des conférences à venir pour l'automne? Pas Il encore. y a une conférence rush à la fin de la semaine aussi. Ça, ce sera du virtuel. Après, pour se croiser IRL, vu qu'il y a pas mal de chamboulements dans ma vie pro là en ce moment, je peux pas m'avancer, je peux pas dire entre guillemets qu'est-ce que je vais pouvoir faire Ouais. et où. Je suis juste super déçu parce que on a réussi à me pondre 2 événements à Lyon, c'est-à-dire à côté de chez moi pour une fois pendant les vacances, là où je ne suis pas. Bravo les mecs, ils s'en reconnaîtront. Mais je vais essayer de bouger un petit peu plus cette année sur les événements, mais et voilà. Pour l'instant, je aucune idée entre guillemets de où j'irai. Je sais qu'il y a des endroits où je n'irai pas, mais voilà. Bah après, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je réduis fortement la voilure, parce que je me suis un peu trop emballé, j'en ai trop fait, et c'est compliqué, quoi. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie, et on fait C'est-à-dire, c'est pas, quand on fait chronophage. ça, on fait pas autre chose, quoi. Mais c'est toujours sympa de rencontrer les gens, hein, finalement. Mais c'est ce qui me plaît le plus, quoi. Et clairement, et il faut. Moi, c'est mon gros défaut. Mais si vous voulez progresser en SEO ou même d'un point de vue business ou plein de choses, allez rencontrer les gens. C'est tellement plus facile de discuter autour d'une bière et de demander un truc, d'échanger sur quelque chose, plutôt qu'un mail qui va être impersonnel que personne ne lit parce qu'on en reçoit 200 par jour de demandes d'échange de liens ou t'as pas une astuce ou je sais pas quoi. Alors que, enfin, voilà, comme tu le disais il y a pas très longtemps, quelqu'un avec qui tu vas échanger de vive voix, t'es sûr d'avoir, enfin, t'es sûr. Tu augmentes ton taux de conversion toi aussi IRL par rapport au dématérialisé, que ce soit le mail voire même le téléphone. Le meilleur backlink qui se négocie autour d'une bière. Voilà, c'est ça. Ou d'un whisky, je suis pas Au raciste de ce whisky, côté-là. ouais. Bon, ben, sur ces bonnes paroles, merci Raph, et à très très bientôt. Ouais, merci Laurent.